Bonsoir et bienvenue dans 85 Chrono, l'agenda. Tous les jeudis soirs, on se retrouve pour évoquer les principaux rendez-vous sportifs à venir. Et on va parler voile ce soir avec notre chroniqueur Fabrice Guyon. Bonsoir Fabrice. Bonsoir Aurélien. Pour parler non pas d'un événement qui va se passer en Vendée, mais dont le départ avait eu lieu en Vendée, c'est la Mini Transat. La deuxième étape va partir des Canaries ce vendredi. Pour nous en parler avec nous, l'organisateur Marc Chopin. Bonsoir Marc. Bonsoir à tous les deux. 87 skippers, Fabrice, sur les 90 engagés au départ, vont prendre le départ de cette deuxième étape. Alors avant de parler de cette deuxième étape, on va revenir sur la première qui a été bien mouvementée. Marc, déjà un départ décalé de 24 heures, puis ensuite un avis de course enfin pas un avis de course, mais la direction de course qui prévient les skippers qu'il y a un gros front sur leur route et qui leur suggère de s'arrêter. Donc beaucoup s'arrêtent, d'autres pas, quelques polémiques. Puis ensuite une arrivée aux Canaries avec un volcan en éruption, des attaques d'orques, enfin bref. Voilà, ça a été très mouvementé. Tout à fait, donc c'était une première étape vraiment chargée, une première je crois pour la Mini Transat. Donc écoute, globalement cette Mini Transat Eurochef elle est plutôt bien partie. Donc en effet on a reculé le départ, mais il fallait le faire parce qu'il y avait un front. Quand on est parti le lundi matin, il y avait encore beaucoup de vent et de la mer au large des sables. On a eu la chance d'avoir un joli départ. Et très rapidement, les conditions en fait se sont dégradées et il était important de prévenir les coureurs, et donc la direction de course a prévenu les coureurs se situant dans la zone Finistère Nord, Finistère Sud, donc en gros aux alentours du Cap Finistère, donc la pointe nord-ouest de l'Espagne, que les conditions allaient être très dures, des vagues de 4,50 m, des vents de 50 nœuds, donc une météo pas du tout adaptée au mini, et donc il était plus prudent d'aller s'abriter. Forcément, dans ces cas-là, il y a toujours des heureux, des moins heureux. Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce qu'il fallait pas le faire? On pourra refaire l'histoire 100 fois. Il fallait le faire. C'était une question de sécurité. Aujourd'hui, tous les skippers sont là. Il y en a 3 qui ne sont pas arrivés à la première étape, mais pour d'autres raisons. Et on n'a aucune perte, personne ne s'est blessé, personne ne s'est fait mal, et c'est ça qui était important. Et une étape difficile, voire impossible de neutraliser, parce qu'au moment de l'annonce de ce coup de vent, les 4 premiers en prototype, ils sont déjà passés, quoi. Ils sont déjà bien au sud. Tout à fait. Les 4 premiers protos étaient déjà bien au sud, et il y avait une vingtaine de mini de série qui auraient été dans une zone déjà dégagée du coup de vent le lendemain quand le coup de vent arrivait. Donc potentiellement il y avait 20-25 bateaux qui pouvaient passer sans problème. Donc je pense qu'il faut être clair, voilà, il y a eu des discussions, etc. Il n'y a pas de polémique. C'est allé pour la forme devant le jury. Le jury a tranché. Il y a une compensation en temps qui a été accordée aux bateaux qui se sont arrêtés. Je pense que c'est juste et que c'est la bonne décision, et qu'on va en rester là, puisqu'en voile on respecte les décisions de jury, et que c'est quand même important, un sport où on respecte les arbitres. Ouais, parce qu'effectivement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur une transat, mini transat, ou de toute façon une transatlantique de manière générale, les moments les plus compliqués en termes de météo, c'est souvent le golfe de Gascogne et le Cap Finistère. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est les endroits les plus dangereux finalement. Tu as tout à fait résumé la chose. La première étape de la Mini Transat Eurochef, c'est l'étape quasiment qui est considérée comme la plus dure. Et derrière, on a encore les alizés portugais, le long du Portugal, qui sont souvent des vents portants, mais des vents qui peuvent souffler à 30-35 nœuds, assez fort. Donc c'est vrai que c'est une étape de costaud, une étape de dur. On est quand même en automne, à l'arrivée de l'hiver, donc il y a quand même des conditions musclées, et cette année on a été gâtés, quoi. Alors on va faire un point sur le classement de cette première étape, donc entre les Sables et les Canaries, avec donc en série la première place pour l'Allemand Melwin Fink, le Français Hugo Dallén deuxième et l'Autrichien Christian Kergel troisième. Donc tout ça après les compensations. Notez la 59e place de Gauthier Verdon qui était venu sur ce plateau il y a quelques jours avant le départ. Et puis du côté des protos, c'est Tanguy Bouroulec qui a pris la première place devant Fabio Musolini et Pierre Leroy. Notez la 15e place de Tim Darny, le Sablais, qu'on a pu interroger ce matin en visio et qui du coup nous a donné ses impressions à la suite de cette première étape. On va écouter Tim Darny. Je suis satisfait d'être arrivé aux Canaries. Je trouve ça assez dingue d'avoir réussi déjà à faire ce bout de chemin sur mon petit bateau de 6,50 m. C'est sûr, c'est pas l'objectif que je m'étais fixé au tout début, mais j'ai eu des petits pépins. Il y a eu ce petit retournement de situation qui était un peu compliqué à gérer au niveau stratégie, forcément, parce qu'on est prêt dans la tête pour une escale qui va jusqu'aux Canaries, qu'on s'arrête, mentalement, faut se remettre dedans, faut retrouver ses objectifs, réussir à se replonger dans la course. Mais donc, je suis assez satisfait de mon classement, surtout que du 5e au 17e, on se tient en quelques heures. Donc là, il nous reste 3000 milles à faire, donc vraiment rien n'est joué.
Ouais, moi, je regarde surtout cette transat là d'un œil aventure, même si après sur l'eau, j'aime bien le côté sportif et me bagarrer avec les copains. Mais moi, je suis super satisfait de ma première étape. Le choix de s'arrêter pour moi était évident. Après, voilà, on peut toujours discuter sur vous êtes arrêté trop tôt, trop tard. Pour moi, je préférais m'arrêter avant le coup de vent et repartir après. Être safe, préserver le bateau. L'idée, c'est d'aller au bout de la transat. Et donc, voilà, moi, c'est mon choix et je respecte tout à fait ce qu'a dit la direction de course. Et effectivement, donc on a entendu Tim Darney. On a pu constater aussi un autre phénomène, ce qu'évoquait Aurélien tout à l'heure, et un phénomène qu'on connaît déjà du côté du Cap Finistère et Nord-Espagne depuis quelques mois. Il y a régulièrement des avis aux navigateurs. Ce sont les attaques d'orques, et il y en a eu sur des minis aussi sur cette première étape. Oui, absolument. Il y a 3 minis donc, qui ont été attaqués ou en tout cas qui ont été victimes de jeux avec les orques et un bateau accompagnateur. Donc il y a eu 155 cas dénommés depuis le début de l'année. Donc c'est pas un phénomène isolé et c'est assez impressionnant. D'ailleurs, il y a un skipper qui a filmé ces moments et là on se rend vraiment compte qu'un mini c'est tout petit, il fonce dans les safrans, il y avait réellement de gros risques. Heureusement ça s'est bien passé, ils ont fini par partir sur ce bateau-là. Gaël Ledoux, lui, pendant 40 minutes, il a négocié avec les orques et les a implorés d'arrêter de jouer avec son bateau et de pas casser le bateau pour pouvoir continuer la course et surtout pas tomber à l'eau. C'était un passage assez éprouvant et assez émouvant, quoi. Et donc la deuxième étape qui s'élance ce vendredi, on en parle dans quelques instants, mais avant cela, les rendez-vous sportifs du week-end avec du football, le 6e tour de la Coupe de France, ce sera ce week-end avec notamment 4 matchs à domicile en Vendée, le Poiré-sur-Vie face aux voisins de la Roche VF, les Sables-d'Olonne face à Châteaubriand, Luçon qui va accueillir Le Mans Villaret, 2 équipes de Régional 2, et puis Pouzauges, équipe de N3, va affronter Le Mans dimanche à 17h. À noter que la Roche ESO se déplace à Sautron et les Herbiers à Beaucouzé. On jouera également en division 2 féminine avec la 7e journée et la Roche ESO 11e au classement qui accueille Brest 5e dimanche à 15h. Du basket avec la Nationale 1 masculine, la 8e journée, et Chaland qui a subi sa 6e défaite à Rueil mardi soir qui accueille Bordeaux à égalité avec les Chalandais avec 6 défaites. Les Sablais, eux, se déplacent à Cergy. À noter qu'en Ligue féminine, lors de la 5e journée, la Roche ira à Montpellier ce week-end. La Roche qui a obtenu sa 3e victoire en Eurocup à Bologne mardi. Du côté de l'équipe Espoir de la Roche, ce sera la réception de Mont-de-Marsan en National 2 féminine samedi. Toujours en basket en National 3 masculine, la 6e journée. Saint-Georges de Montaigu accueille Val d'Albret samedi soir. Ce sera des déplacements pour la Roche, Chambretot et le CTC Nord-Ouest Vendée. Et puis enfin en National 3 féminine, la 6e journée et un derby entre le Smash et Chantonnay-Saint-Germain. Ce sera dimanche à 15h à la salle de sport de l'Herbergement. Les 2 équipes sont égalité avec 3 victoires et 2 matchs nuls. On reparle de la Mini Transat dans quelques secondes, mais on revient sur le reste de l'actualité voile. Fabrice, avec gros événements à venir dans une semaine maintenant, la Transat Jacques Vabre. Effectivement, la Transat Jacques Vabre qui nous fait vibrer tous les 2 ans au départ du Havre, ça depuis 1993 déjà. Alors cette année, inédit, là aussi pour la Transat Jacques Vabre, c'est une arrivée en Martinique, à Fort-de-France. Et ils sont 79 bateaux, 79 duos, puisque cette course se fait en double, à partir donc le 7 novembre du Havre, sachant que le village ouvre ses portes lui demain pour un petit peu plus d'une semaine de fête au Havre. Alors sur les parcours, une particularité aussi sur cette Transat Jacques Vabre, c'est 3 parcours différents en fonction des différentes classes, puisqu'il y a au total 79 bateaux, dont 22 IMOCA, 7 Ocean 50, les ex multi 50, 5 ultimes qui font leur retour aussi sur la Transat Jacques Vabre, c'est trimaran géant, et puis 45 classe 40, donc 3 parcours différents, un parcours de 7500 milles pour les ultimes qui, comme on le voit ici à l'image, vont virer l'archipel Trinidad et Martin Vaz juste face à Rio de Janeiro. Donc eux, ils vont avoir 2 passages de poteau noir lors de leur parcours de 7500 milles. Pour les IMOCA, donc les bateaux de 60 pieds ainsi que pour les Ocean 50, c'est Fernando des Norodiens qui vont aller virer. Donc là aussi, le poteau noir a passé. Et les classes 40, eux, c'est du côté du Cap-Vert. Alors l'intérêt de faire ces 3 parcours, c'est quoi ? C'est qu'ils arrivent à peu près en même temps du côté de Fort-de-France, éviter ce qu'on a pu connaître il y a quelques années où les ultimes arrivaient au bout de 7 jours et puis les premiers classes 40 allaient mettre 15 jours, donc on avait déjà un petit peu oublié la course. Là, l'idée, c'est qu'ils mettent tous
entre 12 et 15 jours au moins pour les premiers à arriver. Et du côté des Vendéens, on retrouvera bien sûr Arnaud Boissière, Manu Cousin, ou comme Xavier Macaire aussi. Et Benjamin Dutreux également. Et Benjamin Dutreux, bien sûr, avec Damien Seguin. Vendée Globe, eh bien, ça se prépare déjà, ça bouge beaucoup, les bateaux se lancent en construction, se vendent, et donc on a appris que Sam Davis allait avoir un nouveau bateau. Ah, tout à fait, donc c'est Samantha Davis qui a fait elle aussi l'annonce de la construction d'un bateau neuf. Alors, ils sont 10 aujourd'hui à avoir annoncé d'ores et déjà la construction d'un nouveau bateau pour le Vendée Globe 2024, donc félicitations Samantha, et qui, ce bateau, avec lequel elle a couru la dernière édition, eh bien, va passer entre les mains désormais d'Arnaud Boissière, qui allie le Sablé, qui lui va partir pour son 6e Vendée Globe, si je ne m'abuse. Donc 6e Vendée Globe pour Cali sur ce bateau, sur l'ex-initiative, et toujours avec la Micaline. On parlait de bateau neuf, alors juste pour le plaisir des yeux, on va montrer quelques images, les premières images du futur bateau de Maxime Sorel, qui donc aura pour sponsor toujours VNB Mayenne plus Montbana. Voilà, un bateau en construction sur le modèle d'Apivia. C'est ça, exactement. Je sais à quel point vous êtes attaché à ce bateau, Aurélien, mais effectivement, encore un très beau bateau. Félicitations aussi à Maxime qui va réussir à partir sur ce Vendée Globe, sur l'un des bateaux neufs. Alors on rappelle peut-être sur les règles de qualification sur ce prochain Vendée Globe. On en parle. On en parle dans quelques instants, juste pour dire d'abord qu'il n'y aura pas d'Alex Thompson au prochain départ. Ouais, ça a été vraiment l'annonce de la semaine. Alex Thompson qui a annoncé ne pas être au départ, mettre sa carrière entre parenthèses pendant quelques années pour se consacrer à sa famille, laisser, comme il le dit lui-même, l'opportunité à sa femme de pouvoir vivre elle aussi sa carrière professionnelle. Alex qui est quand même sur le circuit IMOCA depuis 2003, qui a déjà participé à 5 Vendée Globe. 2 podiums. Voilà, 2 podiums, un 3e et 2e. On espérait le voir en 2024. On peut toujours espérer le voir en 2028. Ça, il l'a annoncé. Mais pour 2024, il sera plutôt en accompagnement d'un jeune skipper. Il souhaite effectivement mettre entre parenthèses cette carrière de navigateur. Et son bateau a trouvé preneur. On l'a appris ce mercredi. Oui. Alan Roura, qui, on le rappelle, il y a 8 ans, enfin, il y a 2 éditions, partait sur le Pingouin, l'un des plus vieux bateaux de la flotte, et là, il va partir sur le Hugo Boss de l'édition 2020. Donc, c'est super pour Alan, parce qu'on voit bien une progression sur ces Vendée Globe, et on lui souhaite beaucoup de réussite avec ce bateau. Ouais. Donc très rapidement, ce qu'on a déjà évoqué la semaine dernière, donc des nouvelles règles de qualification et de sélection pour le Vendée Globe de 2024, axé sur la sécurité, l'expérience, avec des méthodes de sélection un peu plus poussées. Oui, tout à fait. On rappelle que sur l'édition 2020, par exemple, le simple fait, mais d'avoir terminé l'édition précédente du Vendée Globe qualifié d'office, là en l'occurrence ce n'est plus le cas, puisqu'il faudra avoir participé absolument à des courses qualificatives du circuit IMOCA, enfin des Globe Series, on a quelques explications là sur les diapos qui passent. Les bateaux neufs, la dernière édition, dès qu'on avait un bateau neuf et qu'on avait fait le parcours de qualification, on était qualifié d'office et sélectionné. Là, ce ne sera plus le cas aussi. Il y aura 13 bateaux neufs qui seront prioritaires, entre guillemets, pas un de plus. Et ensuite, ça sera vraiment sur le nombre de 1000 courus sur le circuit IMOCA. Donc la volonté est vraiment que ces marins naviguent pendant les 2-3 années qui précèdent le Vendée Globe, aillent chercher de l'expérience et nous fassent rêver aussi dans toutes ces courses. Avec parmi ces courses qualificatives, en 2023, le retour de la Jacques Vabre qui va être testé pour cette édition, s'appelle Retour à la base. On y reviendra dans les prochaines semaines. Une nouvelle course donc, qui partirait de l'arrivée de la Jacques Vabre jusqu'à la base à Lorient. Voilà donc pour les infos sur le prochain Vendée Globe. On va revenir à la Mini Transat avec donc cette deuxième étape qui part demain de Santa Cruz de la Palma, direction Saint-François en Guadeloupe. Marc Chopin, les skippers vont partir lentement, visiblement. Ouais, ça va partir doucement. Écoute, après une escale tranquille à Santa Cruz de la Palma, qui est une île absolument remarquable, pas seulement pour son volcan qui s'est réveillé, mais qui est une île entièrement protégée et donc reconnue pour son biotope extraordinaire. Et ils vont rencontrer des petits airs. Les alizés sont pas du tout installés. Il va falloir qu'ils descendent très sud pour aller trouver un petit peu de pression et avancer. Et du coup, ils vont mettre un petit peu plus de temps que ce qu'on avait imaginé pour rallier Saint-François en Guadeloupe, et on table sur plutôt 14 jours que 11 jours pour les premiers.
Donc, quelles vont être les difficultés sur cette deuxième étape? On parle bien sûr effectivement de la météo. Qu'est-ce qu'on peut envisager là sur cette étape pour eux? Alors, la première difficulté, c'est vraiment la météo du départ, notamment pour sortir des Canaries, puisqu'on met une obligation d'aller virer l'île d'El Hierro en la laissant à tribord, donc à droite, pour les obliger à descendre pour deux raisons. Un, d'abord pour les éloigner de la route cyclonique, et ensuite pour pouvoir aller chercher les petits alizés qu'il y a. Donc là, ça va demander beaucoup d'attention. C'est naviguer dans de la molle et dans de la pétole. Et donc, on sait que là, tout peut se passer. Il peut se passer des écarts très importants très rapidement. Donc, il faudra être dessus en permanence. Alors justement, des écarts très importants très rapidement. On voit que les podiums, que ce soit en proto ou en série, les écarts sont relativement serrés, au moins pour les trois premiers. Donc, il va falloir être, oui, effectivement, sur la barre dès le départ pour pas se laisser distancer. Tout à fait. C'est exactement ça, Fabrice, parce que là, il y a moyen de perdre rapidement une journée et on sait que derrière, même si les alizés sont faibles, ça va suivre. Il y a des bateaux qui iront certainement un peu plus vite, il y en a qui sauront mieux gérer. Il va falloir surtout qu'ils gèrent la casse et qu'ils gèrent le sommeil, comme d'habitude. On sait qu'il y aura beaucoup à faire sur cette mini. Les bateaux, même s'ils sont prêts, sont pas à l'abri d'une casse, d'une rencontre avec un ovni ou n'importe quoi. Donc, toutes les heures grappillées et pas perdues, surtout sur sur le début de course, seront vraiment importantes pour l'arrivée. Et on va écouter justement Tim Darnay, qu'on a interrogé ce matin en visio, qui nous parle de cette deuxième étape. Les premières données météo qu'on a pu voir, ça va être assez pétoleux au départ, donc, parce que l'alizé n'est pas encore très bien établie. Donc, voilà, va falloir être attentif, être sur les réglages. Et après, on a des points météo encore ce soir. On va voir comment ça évolue. Puis on verra ensuite, via les vacations qu'on a, comment ça évolue tout au long de la traversée. Mais ça devrait être un départ dans peu d'air. Donc, c'est bien pour se mettre en jambes et se replonger dans la course tout doucement. Moi, je suis assez serein pour cette deuxième étape. Le bateau est prêt. Moi, je suis prêt. C'est vrai que ça va être long. Donc, je pense qu'il y a un petit aspect mental à pas négliger. Après, le fait que ça démarre doucement, c'est bien aussi parce que ça va permettre vraiment de rentrer dans la course, de reprendre ses habitudes sur le bateau. Et après, faut y aller. La route est longue, donc va falloir faire avancer le bateau. Et puis surtout, moi, l'objectif, c'est de prendre du plaisir, parce que j'en ai un peu bavé sur la première étape. Et là, j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur le bateau. Et puis, c'est d'arriver de l'autre côté, de finir cette transat. Et bien sûr, c'est d'essayer de faire le mieux possible au niveau classement. Donc, on verra ce que ça donne à l'arrivée. Et tout est possible au classement, parce que mis à part les 4 premiers qui sont vraiment détachés, c'est très très serré pour la suite de la flotte. Les autres événements du week-end avec du rugby, 5e journée de Fédéral 3 dimanche, et le FC Lyonnais, 9e avec un nul et 3 défaites, va essayer de décrocher sa première victoire, mais ça ne sera pas simple face au leader Saint-Malo, invaincu. L'équipe des Sables se déplace à Plouzané. Il y aura du hockey sur glace samedi à La Roche-sur-Yon, avec le Hogli leader avec 3 victoires qui accueille Cholet, 8e avec 3 défaites. Du cyclocross à Notre-Dame-de-Mont, la première manche du Challenge de la Côte, ce sera lundi à partir de midi. La course Senior Espoir à 15h30. De l'athlétisme à Fontenay-le-Comte avec le sport athlétique fontenaisien qui propose un week-end décathlon avec la possibilité pour tout à chacun de participer à un décathlon aux côtés de Baptiste Thierry, champion de France junior en 2020. Et puis les championnats de France de surf se poursuivent jusqu'à dimanche au Sable d'Olonne sur les spots de Tanchette et de la grande plage de la Baie des Sables. Ce week-end, il y aura notamment les épreuves de bodyboard, de drop knee, de body surf, de kneeboard et également des démonstrations de surf foil. Marc Chopin, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite pour nous parler de cette mini transat. J'espère que ça va bien se passer pour cette deuxième étape, un peu plus calmement. Merci Fabrice. Merci Aurélien, merci Marc. À bientôt pour Parler Voile. Merci à vous de nous avoir suivis. Pas d'émission lundi, on se retrouve donc dans une semaine, le jeudi, pour un nouveau numéro de 85 chrono. Très bonne soirée à tous.